On ne s'improvise pas en politique ou en affaires. Et le marketing, en tant que meilleure science de la vente, passe par la télévision pour mieux vous promouvoir. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et surtout, merci de nous rejoindre sur le plateau de la RTN dans le cadre de cette émission spéciale. Ce plateau spécial au cours duquel nous allons bien entendu recevoir quelqu'un avec qui nous allons nous entretenir sur un bon nombre de choses, bien entendu en ce qui concerne l'actualité dans un autre pays. Il s'agit donc de cette émission que vous suivez depuis un bon bout de temps, La Balance, pour communiquer, informer et certainement convaincre. Comme je venais de vous le dire, l'on ne s'improvise ni en politique ni en affaires. Il faut en avoir des aptitudes pour parvenir justement à mieux faire sa promotion et pourquoi pas convaincre l'opinion quant à ce que nous avons à faire passer comme message. Alors sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous recevons un illustre, bien sûr, une illustre, si vous voulez, personnalité, un homme politique qui n'est peut-être plus à présenter et qui a donc fait ses preuves dans notre pays. Et poursuivant son cours, il se retrouve, bien entendu, dans une organisation politique de l'opposition. Organisation politique qui, bien entendu, fait également son chemin et voudrait, bien entendu, qu'un bon nombre de choses se réalisent en faveur des populations. Et cet homme n'est autre que M. Paul-Marie Godjo, secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, à qui nous allons bien entendu adresser nos salutations de bienvenue. Monsieur Paul-Marie, bonsoir. Bonsoir, M. Motendi. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est pour la première fois que vous arrivez sur le plateau de la RTN, n'est-ce pas? Oui, enfin, la première fois, je pense qu'il y a déjà quelques années de cela, j'ai déjà fait un plateau, mais je dirais c'est en interview courte sur RTN. Mais bon, jamais de plateau comme celui-ci. Ouais. Jamais de plateau comme celui-ci. Il y a toujours un temps, une première fois en toutes choses. Et je suis sûr et certain que vous aurez le désir d'y revenir. Mesdames et messieurs, il s'agit donc, comme je le disais déjà, de M. Paul-Marie, à qui nous avons bien entendu adressé nos salutations de bienvenue et qui, ma foi, est déjà confortablement assis. Je vous rappelle que c'est un homme politique qui est donc né le 19 mai 1963 et né de M. Paul-Marie Djendje Godjo et de Mme Odette Godjo, née Tinga Louembe. Paul-Marie Godjo est un acteur politique très engagé, c'est cela. Et depuis donc 2008, il est plusieurs fois élu municipal de la commune de Lambaréné au centre du Gabon. Il commence sa carrière politique par un très bref passage au Parti démocratique gabonais, le PDG, entre 1995 et 1998 comme membre du comité central. Et bien entendu, il est en 1996 directeur de campagne victorieux du candidat PDG à l'élection législative de la commune de Lambaréné et directeur communal adjoint de la campagne d'Omar Bongo à Lambaréné. Il devient en 2005 membre fondateur de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, j'y arrive, UGDD, créé par l'ancien ministre d'État Zakari Miboto. Nous sommes donc en train de vous présenter, mesdames et messieurs, le CV de notre invité de ce soir, car avec lui, nous allons bien sûr discuter sur l'actualité gabonaise. Il parlera un peu de tous ces mots qui, selon, bien sûr, certains compatriotes, minent le fonctionnement et même le développement de notre pays. Et à l'UGDD, Paul-Marie Godjo occupera les fonctions de secrétaire national chargé des affaires politiques, de la démocratie et des élections. À ce titre, il a activement contribué pour l'opposition aux négociations entre la majorité et l'opposition, dite accord d'Arambo, sur la réforme du système électoral. Depuis le 20 juillet 2014, Paul-Marie Godjo est secrétaire
exécutif adjoint de l'Union nationale, le principal, le dit principal parti de l'opposition. Il se reconnaît deux mentors. Son père, Paul-Marie Indjenge Ngodjou, ancien sénateur français, père cofondateur de la République gabonaise et premier président de l'Assemblée nationale du Gabon, et son beau-père, Zakari Miboto, ancien ministre d'État, ancien parlementaire et président de l'Union nationale. Il dispose donc, pour ses références, d'un relationnel important et d'un grand réseau politique local. Et sur le plan professionnel, notre invité de ce soir est ingénieur, économiste, spécialiste d'économie pétrolière, formé à l'Université du Texas, Arlington et à l'Institut français du pétrole. Il a une longue expérience, et cela entre 1996 et 2010, de la négociation des contrats pétroliers et gaziers, bien entendu pour le compte de l'État gabonais. Total, Shell, Perenco sont entre autres les compagnies avec lesquelles il a contribué à la signature des contrats d'exploration et production. Et il a exercé tout aussi pendant 8 ans, entre 2002 et 2010, au cabinet du ministre du pétrole, Alej Dir, et président copropriétaire d'un club de football de première division au Gabon de 1996 à 2003. Il a souvent, bien entendu, mené des actions en faveur de la jeunesse. Et parfaitement trilingue, Paul-Marie Ngodjou est marié à Chantal Miboto et il est donc père de 4 enfants. Voici, mesdames et messieurs, pour ce qu'il en est du CV de notre invité de ce soir, avec qui nous parlerons bien sûr des problèmes actuels. Monsieur Paul-Marie, voici donc présenté à l'ensemble du peuple gabonais votre parcours professionnel et politique également. Et plus que nous poursuivons bien entendu notre émission, vous faites partie de l'Union nationale, ce principal parti dit de l'opposition, où vous êtes secrétaire exécutif adjoint. Les populations gabonaises suivant actuellement cette émission et y intéressées, surtout lorsqu'on parle de l'Union nationale, et un membre actif dont le secrétaire exécutif adjoint, tout le monde s'y accroche parce qu'on estime tout de même qu'il va y avoir une somme d'informations qui seront bien entendu, ou encore qui sera bien entendu mise à leur portée. Comment se porte l'Union nationale? Bien, merci M. Moutendi pour cette introduction et cette question sur l'Union nationale. L'Union nationale a été créée en 2010 à la suite de la fusion de 3 partis politiques et surtout à la suite de ce que 2 hommes politiques qui étaient radicalement opposés ont souhaité effectivement, pour des questions d'intérêt national, se retrouver, mettre de côté leurs égos et, avec d'autres, créer l'Union nationale. Ces deux personnalités sont M. Zakari Miboto et feu M. André Mbarbam, dont tout le Gabon savait qu'effectivement ils étaient opposés pour des raisons politiques alors qu'ils étaient à l'époque au PDG. Donc ils ont su taire leurs égos pour effectivement emmener avec d'autres, comme je le disais tout à l'heure, à la création de l'Union nationale. Aujourd'hui, après le décès de notre secrétaire exécutif et président élu, M. André Mbarbam, l'Union nationale est maintenant à la croisée des chemins. L'Union nationale est le principal parti de l'opposition, mais c'est surtout le parti qui a, jusqu'à ces dernières années, montré, qui a été un aiguillon dans le monde politique gabonais, surtout dans l'opposition, pour effectivement montrer la voie pour aller à l'alternance dans notre pays, le Gabon. Aujourd'hui, l'Union nationale, comme je le disais, est à la croisée des chemins et dans quelques semaines, nous allons organiser un congrès et on en parlera certainement tout à l'heure, et qui nous permettra effectivement non seulement de pouvoir élire un nouveau bureau national, mais aussi
théoriquement aller à la désignation de notre candidat à la future élection présidentielle. Donc, c'est un parti qui se porte bien, malgré les vicissitudes de la vie politique, avec effectivement des combats que nous menons contre nos adversaires en face, et aussi, malheureusement, avec certains adversaires à l'intérieur de l'opposition. Mais ça, c'est de bonne guerre. L'Union nationale se porte bien. Alors, tout dernièrement, l'on se rappelle que vous avez procédé à la célébration de l'anniversaire des 6 ans d'existence de ce parti politique. Et nous avons constaté qu'à cette occasion, tout le monde, plusieurs personnes y ont pris part. Et pouvez-vous un peu décrire à nouveau un peu ce qui a prévalu ce jour-là? Quel a été le message dont vous en avez été porteur? Écoutez, vous dites 6 ans. 6 ans, surtout un an, presque un an après le décès de notre secrétaire exécutif André Baobam. Il était important pour nous, à l'occasion de ce 6e anniversaire, de rappeler à tous et à chacun que l'Union nationale est et demeurera l'aiguillon au sein de la politique gabonaise, et surtout de montrer aux uns et aux autres qu'il n'y a que dans la foi, dans nos convictions, il n'y a que dans la détermination qu'on peut gagner des combats. Et nous avons été dissous pendant 4 ans. Nous nous sommes battus pour que le parti soit réhabilité. Et le parti a été réhabilité le 4 février 2015 à la faveur d'un combat que nous avons mené et aussi à la faveur de l'aide que nous a apportée les chancelleries étrangères, dont l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de l'Union européenne et d'autres comme l'ONU et l'Union africaine. Donc, il faut effectivement montrer de la détermination dans le combat. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas justement laisser penser qu'après le décès de notre compatriote André Baobam, le parti s'est arrêté. Au contraire, parce qu'il faut effectivement saluer sa mémoire. Il faut saluer le message qu'il nous a passé avant de partir, c'est-à-dire de continuer et de ne pas l'attendre. Alors l'Union nationale va montrer effectivement qu'il est et demeure le premier parti de l'opposition et dans les mois à venir, le premier parti gabonais. Dans les mois à venir sera certainement le premier parti gabonais. Monsieur André Baobam s'en est allé. Il y a bon nombre d'acteurs politiques au sein de ce parti qui sont bel et bien encore présents, puisqu'il est question pour vous de poursuivre cette flamme qui certainement vous mènera vers la victoire, vers l'obtention, vers l'alternance, bien entendu. Avez-vous songé, entre autres, à effectuer un tour au niveau, en fait, sillonner l'entièreté du pays pour rassurer le peuple gabonais de cet éventuel perpétuel combat que vous aurez à poursuivre? Vous savez, l'Union nationale est un parti politique national. Nous sommes implantés sur une grande partie du territoire national et nous avons été dissous pendant 4 ans. D'accord. Pendant 4 ans, nous avons pratiquement, je dirais, évolué presque en clandestinité. Et nous n'avons pas pu effectivement nous déployer sur l'ensemble du territoire. Et depuis le 4 février 2015, depuis notre réhabilitation, nous sommes effectivement sur des missions que nous envoyons à gauche et à droite sur l'ensemble du territoire pour implanter le parti. D'aucuns nous disent que nous ne sommes pas suffisamment actifs sur le terrain. Mais vous savez, on n'a pas besoin non plus de faire beaucoup de bruit autour de ce que nous faisons. Nous sommes implantés dans les 9 provinces, que ce soit dans l'estuaire, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, l'Angounié, la Nyanga, l'Ogooué-Vindo, l'Ogooué-Lolo, l'Ogooué-Maritime et le Wolontem. Donc, il faut, je pense, nous laisser le temps de pouvoir effectivement parfaire ce travail et montrer effectivement que le seul parti de l'opposition aujourd'hui qui peut se targuer d'avoir des sénateurs et un député à l'Assemblée nationale depuis la partielle d'août 2015 à Bitam, mais en plus des conseillers départementaux et municipaux, qui est le premier donc, parti de l'opposition. Il faut montrer à tous nos compatriotes, à tous les militants de l'Union nationale, à tous ceux qui ont désespéré après le décès de notre compatriote, le secrétaire exécutif président élu André Baobam, que leur parti demeure. Il ne faut pas suivre le chant des sirènes, il ne faut pas suivre, je dirais, les rumeurs,
et tout ce qu'on peut raconter dehors, s'il y a des choses qu'on peut reprocher à l'Union nationale ou à sa direction, c'est dans le parti qu'il faut le faire. Il faut dire, il faut aider le parti à pouvoir effectivement être encore meilleur chaque jour. Ce n'est pas en étant dehors et en critiquant, je dirais, de manière acerbe parfois, qu'on peut faire avancer le parti. Au contraire, on le plombe, donc il faut revenir. André Baobam, avec Zachary Boto, Casimiro Yemba et d'autres, ont créé l'Union nationale. André Baobam est parti, le parti reste. C'est l'œuvre de sa construction avec les autres. Et il n'est pas que d'autres ou des militants puissent aller suivre des chants de sirène parce que simplement il n'aurait plus celui qui est parti. Mais son œuvre reste. Et ceux avec qui il a créé sont encore là, ils sont toujours là. Donc il faut effectivement que nous puissions continuer le combat qui est le nôtre, celui de l'alternance, celui de faire tomber le pouvoir actuel. Alors vous êtes toujours déterminé, hein, l'objectif doit être atteint. Une fois cet objectif atteint, vous êtes sûr que tout ira? Ben, écoutez, nous sommes un parti politique, donc par conséquent, nous avons le devoir de nous battre effectivement pour les objectifs qui sont les nôtres. Notre objectif principal, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'alternance. C'est faire tomber le pouvoir actuel, le pouvoir usurpé par M. Ali Bongo, et proposer aux Gabonais, n'est-ce pas, une autre politique, une autre alternative, comme l'est notre, je dirais, notre dicton, ce qui est le Gabon pour tous. Donc, avec cette politique du Gabon pour tous, nous voulons effectivement apporter une autre façon de faire au Gabon, une autre façon de gouverner le pays. Alors, monsieur le secrétaire exécutif adjoint, monsieur Paul-Marie Godjou, les téléspectateurs suivent évidemment cette émission et ils sont très accrochés, je le sens, mais souhaiteraient certainement savoir si nous pourrons parler sans crainte, sans tabou, sans souci de craindre quoi que ce soit. Est-il possible, monsieur? Je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais cacher. Je suis un homme politique, donc un homme public. L'Union nationale, c'est un parti politique, donc nous parlons sans tabou, sans crainte. Il n'y a pas de problème. Merci, monsieur. Et cela dit, je souhaiterais commencer par vous poser cette question, celle de savoir un peu quelle est la lecture que vous faites du climat qui prévaut actuellement au sein de la société gabonaise tout entière, c'est-à-dire dans le pays. Vous m'emmenez là... En tant qu'homme politique, bien sûr. Entendu. Vous m'emmenez là à parler de quelque chose de général. Le climat politique ou le climat social, enfin le climat général du Gabon est délétère. Le Gabon vit depuis un certain nombre d'années une situation que jamais nous n'avons vécue. En tout cas de mémoire. La société gabonaise est en perte de référence. Nous assistons à des choses que nous n'avions presque pas l'habitude de voir dans notre pays. Oui, c'est vrai, on parlait parfois de crimes et autres à caractère fétichiste, dits crimes rituels. Mais depuis quelques années, la recrudescence de ce genre de méfaits, de ce genre de maléfices, n'est-ce pas, arrive à un point tel qu'on en est à se demander, est-ce que nous sommes encore au Gabon? Je me souviens, le 20 décembre 2014, le matin de la manifestation que nous devions organiser à Rio, de ces rites qui avaient été faits sur la place de Rio. Des animaux, je dirais, découpés et autres, de la volaille, des moutons et autres, avec du sang versé. Mais est-ce ça l'Afrique? Est-ce ça le Gabon? Est-ce ça la politique? C'est-à-dire qu'on n'est même plus à des choses concrètes, à des choses rationnelles. On fait appel à l'irrationnel, à la saleté, n'est-ce pas? À, je dirais, des crimes de toutes sortes, parce qu'on veut prospérer en politique. Et encore, ce ne sont que des choses que nous voyons là comme ça. Mais on n'imagine pas toutes les familles endeuillées justement à cause de ces problèmes-là. Et puis, il y a aussi d'autres problèmes. Vous voyez, depuis quelques années, sur le plan social, c'est des difficultés pas possibles. Le pays est en grève permanente, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé et bien d'autres. Le pays n'avance pratiquement plus. Nous avons un pouvoir qui est installé depuis maintenant 2009. Tout ce qu'il a apporté au Gabon, c'est effectivement
les Gabonais se posent des questions sur leur avenir. Les Gabonais se posent des questions sur, sur leur pays. Ils sont spectateurs dans leur pays, pendant que d'autres agissent à leur place. Parce qu'on les a dépouillés de ceux qui étaient presque même leur dignité. N'est-ce pas? Le Gabonais n'était pas aujourd'hui comme il était il y a 10, 15, 20 ans. On voit de plus en plus de compatriotes qui font la manche. De plus en plus de compatriotes qui n'ont pas les moyens de pouvoir même se payer un repas de la journée. De plus en plus de parents qui laissent leurs enfants à la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens de les emmener à l'école, alors que la Constitution dit que l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc ça veut dire que l'État a l'obligation de faire en sorte que chaque Gabonais jusqu'à l'âge de 16 ans soit à l'école. Il n'est pas normal que nous puissions trouver dans les hôpitaux des gens qui, à même le sol, sont là et passent des nuits parce qu'il n'y a pas de lit. Quel est ce pays? Est-ce ce pays que nous avons connu il y a 20, 30, 40, 50 ans? Ou bien un nouveau pays qu'on nous a emmené, sorti de je ne sais quelle planète, parce que des gens seraient arrivés en 2009 pour nous amener tout et n'importe quoi. Le Gabon est vraiment à la croisée des chemins. Nous avons intérêt à revoir effectivement notre modèle de société, parce qu'à ce rythme-là, nous courons droit à la perdition. Et avec ce pouvoir, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner de cette manière. Ça, en tout cas, c'est le constat que je fais de la société gabonaise aujourd'hui. Pensez-vous qu'il y a un immobilisme qui embrigade le pays, si on perçoit bien vos propos? L'immobilisme, oui, il existe. C'est un immobilisme politique, parce que nous avons un pouvoir qui est là depuis pratiquement une cinquantaine d'années. De père en fils, nous avons le même pouvoir qui est là. Effectivement, ça crée une forme d'immobilisme. On a l'impression que le pays avance, le pays recule. Et s'il recule, c'est que le pays, de manière générale, prend du retard par rapport au développement auquel il aurait dû être en 2016, donc aujourd'hui. Et il nous faut effectivement redonner un nouveau coup de fouet à la politique gabonaise, au Gabon de manière générale. Et cet immobilisme nous crée de gros problèmes sur le plan politique, économique, social, culturel, et j'en passe. Alors, vivre ensemble et bâtir une société plus conviviale a toujours été le vœu et même l'ardent désir de plusieurs compatriotes. Mais que dire aujourd'hui? Notre vivre ensemble, je viens de le dire, il nous pose problème, n'est-ce pas? Ce vivre ensemble, ça implique que chaque Gabonais se sente Gabonais dans son pays, n'est-ce pas? Posons la question aux Gabonais. Est-ce qu'ils se sentent réellement Gabonais dans leur pays lorsqu'ils voient tout ce qui se passe autour d'eux, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisent pratiquement plus rien, lorsqu'ils se rendent compte que les rênes de l'État sont tenues par des personnes qui viennent d'arriver au Gabon depuis simplement quelques années? Que fait-on de ces Gabonais qui ont besoin de se sentir à l'aise dans leur pays? Que fait-on de ces Gabonais qui ont besoin de se sentir dignes dans leur pays? Comme le dit la Concorde, notre hymne national, n'est-ce pas? Que fait-on de cela? Donc notre vivre ensemble a besoin qu'il soit repensé. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons parlé d'une conférence, d'un dialogue national inclusif, mais je veux dire, on peut parler de conférence nationale souveraine, mais d'un dialogue national inclusif, parce que il nous faut repenser le Gabon. Il faut que nous puissions nous asseoir, parce qu'à continuer comme on le fait actuellement, on va droit au mur, on va droit à l'affrontement, n'est-ce pas, entre Gabonais, et nous n'avons aucun intérêt à arriver à cela. Donc, en sagesse, il est souhaitable que nous puissions effectivement arriver à cela, et faisons en sorte que ceux qui ont les rênes de ce pays le comprennent, parce qu'ils auront une responsabilité historique s'ils ne le faisaient pas, et si demain il arrivait malheur à notre pays. Nous aurons certainement le temps d'y revenir, surtout en ce qui concerne le dialogue national, tant souhaité par l'ensemble de la classe politique de l'opposition, bien entendu. Mais nous allons y revenir un peu sur la personne de M. Paul-Marie Godjou. Et d'après ce que l'on dit, hein, vous êtes un homme politique très engagé. Et ça a certainement
dû être remarqué par bon nombre de compatriotes, ceux-là qui vous connaissent bien, ceux-là qui ont pu vous fréquenter au fil de toutes ces années, tous qui vous ont côtoyé en savent quelque chose. Mais qu'est-ce qui le détermine exactement? Parce qu'il y a cette jeunesse qui, au fil des jours également aussi, grandit et par la suite découvre l'homme présenté aujourd'hui. Qu'est-ce qui détermine l'engagement de l'homme politique que vous êtes? L'engagement politique qui me détermine, c'est simplement que le Gabon a besoin d'être gouverné autrement. Le Gabon a besoin d'être rétabli dans son honneur. Le Gabon a besoin d'être rétabli dans sa dignité. Et le Gabon a surtout besoin d'être toujours à la tête, dans le peloton de tête des pays africains en termes de développement humain, en termes de développement économique, en termes de développement social. Mon engagement aussi est pour plus de justice dans notre pays, pour plus d'équité et d'égalité, non pas ce qu'on nous sort actuellement, ce qu'on est en train de nous servir, le plat indigeste d'égalité des chances que j'entends depuis quelques jours, qui est une moquerie. Pensez-vous que c'est un folklore? Mais bien sûr, c'est un folklore. Je dirais, c'est quelqu'un qui est venu et puis tiré de son chapeau, il vient de nous parler d'égalité des chances. D'ailleurs, je ne sais pas, il va falloir qu'il paye des droits à Mme Benemayer, qui avait à l'époque parlé d'égalité des chances. Bref. Ça reste à vérifier. Oui, mais enfin, bon, vous savez, pour en parler sérieusement, je dirais que nous avons besoin de restaurer le Gabon. Vraiment, le Gabon a besoin d'être restauré. Et ce n'est pas en fonction de cette manière que nous pourrions y arriver. Et je dirais sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social, il y a nombre de choses qu'il faut faire. Et pour cela, il faut effectivement repenser notre pays. Il faut revoir les bases de notre développement, il faut revoir les bases de la gouvernance politique, il faut revoir les bases de la gouvernance économique. Parce que le pays est embrigadé sur le plan politique. Je l'ai dit tout à l'heure, la même famille, le même clan, le même parti. Mais le pays est aussi embrigadé sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises souffrent beaucoup, n'est-ce pas, surtout celles qui veulent entrer sur le marché gabonais. Il faut savoir montrer, je dirais, son certificat de bons liens, on va dire, avec le pouvoir politique le plus élevé, pour pouvoir être, n'est-ce pas, du moins pour pouvoir prospérer sur le plan économique. Donc il faut revoir les bases de la gouvernance économique, faire en sorte que les PME gabonaises puissent éclore, que les PME, je dirais, gabonaises puissent avoir le droit d'exister, de prospérer dans notre pays. Je dirais, il y a un nombre de choses comme ça dont on peut parler, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il faut effectivement revoir un peu tout ce concept de la gouvernance politique, économique et sociale. Vous, en tant qu'économiste et spécialiste, bien sûr, hein, vous aurez certainement quelques propositions à faire, car cela ne tienne. L'on se rappelle que vous avez été souvent élu du côté de la commune de Lambaréné. Or, vous vivez à Libreville et nous souhaiterions savoir, bien sûr, l'ensemble des Gabonais souhaiteraient savoir exactement où sont vos assises politiques. Est-ce à Lambaréné, à Montagne-Sainte? Je crois revoir une question qui m'avait été posée déjà il y a quelques années par un journal de la place. Je suis de Lambaréné. Mes assises politiques sont à Lambaréné. Mais effectivement, si vous posez la question, c'est parce qu'il y a effectivement de mes frères et sœurs qui font de la politique à Libreville. Mais ça, c'est tout à fait normal parce que, vous savez, on a un côté de Lambaréné, un côté de Libreville. Bon. Ils ont choisi de faire de la politique à Libreville. J'ai choisi de faire de la politique dans mon village de Lambaréné. Oui. Je m'y plais et je le fais en toute sérénité. Donc c'est la raison pour laquelle je suis élu municipal de la commune de Lambaréné. Alors, vous êtes homme politique au sein d'un parti de l'opposition. Vous avez choisi de servir, bien entendu, votre pays, mais sauf que votre sœur aînée, elle milite au sein du PDG. Est-ce qu'à ce niveau, les rapports sont au beau fixe entre vous deux?
Vous me parlez de ma soeur, vous auriez pu aussi me parler de mon frère, qui est Oui, député, tout à fait, bien sûr, votre frère également. qui est membre du bureau de l'Assemblée nationale et d'autres. C'est la famille, c'est une chose, la politique, c'en est une autre. Très bien. Il faut apprendre à respecter les engagements, les convictions et les choix politiques de l'autre. Et nous avons dans ma famille, effectivement, le respect des choix politiques faits par les uns et par les autres. Donc, je n'ai aucun problème de ce côté dans ma famille parce que nous avons eu l'habitude de vivre la politique. Depuis des années, nous sommes nés dans la politique, nous avons grandi dans la politique et on sait effectivement s'élever quand il s'agit de la chose politique pour ne pas mélanger les affaires de famille et la politique. Alors, dites-nous, monsieur Godjou, quelle est exactement la vision que vous avez de la démocratie au Gabon? Puisque cela cause problème, on entend de part et d'autre le monde fustiger le type de démocratie que nous avons. Vous, en tant qu'homme politique, quelle est votre opinion de la démocratie au Gabon? Serait-elle utopique? Est-ce qu'on peut réellement parler de démocratie au Gabon? C'est-à-dire un homme, une voix. Est-ce qu'on peut réellement parler de démocratie au Gabon quand un parti politique s'accapare de la vie politique depuis pratiquement une cinquantaine d'années? Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie au Gabon lorsque un homme s'impose au peuple gabonais par le bien de coup d'État pour s'imposer en tant que président de la République? Est-ce que réellement on peut parler de démocratie? Non. La démocratie, elle est en gestation. Nous sommes en train de créer la politique, la démocratie au Gabon. N'est-ce pas? Nous sommes en train de la créer. Donc c'est encore un embryon. C'est encore un embryon. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons justement pour que la démocratie puisse éclore dans notre pays. Et pour que ça puisse éclore dans notre pays, il faut déjà se débarrasser d'un système qui a gardé les Gabonais pendant pratiquement 50 ans dans un environnement, je dirais, presque dictatorial, où effectivement c'est la pensée unique qui a toujours prévalu. La preuve, c'est que dernièrement, pour donner l'exemple de ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela, lorsque un compatriote, en l'occurrence M. Jean Ping, rentrait de voyage, que ses supporters ont voulu l'accueillir à l'aéroport international Léomba, mais je dirais ce qui s'est passé ce jour-là était innommable, impensable. Qu'on puisse dans notre pays demander à des gens qui circulent librement en voiture qu'est-ce qu'ils allaient faire dans telle partie de la ville. Mais je dis, c'est impensable. Où a-t-on vu ça? C'est la première fois que je vois ça au Gabon, n'est-ce pas? Un déploiement de force incroyable, demandant à chacun, n'est-ce pas, ou un badge, ou un laissez-passer, ou pour montrer patte blanche, savoir qu'on n'allait pas faire telle ou telle chose à tel endroit. Mais c'est quoi ça? C'est pas la démocratie. Mais M. Paul, vous pensez que depuis 1990 jusqu'à nos jours, notre démocratie ne serait qu'au stade embryonnaire? Et le seul cas que vous citez pourrait justifier justement cette... Mais écoutez, c'est embryonnaire. La preuve, c'est que je vous prends des exemples. 2009, André Marbam gagne les élections présidentielles. Il ne peut pas gouverner parce qu'Ali Bongo s'impose en tant que président de la République. 2005, la même chose. Pierre Mamboundou, n'est-ce pas? Omar Bongo s'impose en tant que président de la République. En 93, Mbabe Solo, Omar Bongo s'impose en tant que président de la République. J'en passe, j'ai oublié 98. Mais les exemples sont légion. Nous n'avons pas besoin effectivement de prouver aux Gabonais qu'effectivement la démocratie est encore embryonnaire. Bon, vous savez, ce n'est pas tout simplement que donner la liberté d'expression à un peuple. Encore faut-il que ce qu'il veut soit ce qu'il soit, n'est-ce pas? Et non pas faire des choses à la place du peuple, faire des choses contre le peuple. Parce qu'à un moment donné, le peuple se réveille. Et quand le peuple se réveille, il vous montre effectivement que la loi, c'est lui. Le souverain, c'est lui. Et vous n'êtes plus rien devant lui. Ça, il faut le savoir.
Mais ce peuple, à un moment donné, n'est presque plus capable de manifester sa souveraineté. Que dire à ce niveau? Bien. Pour que le peuple puisse se lever, il faut qu'il ait confiance. Pour que le peuple puisse se lever, il faut qu'il sache pourquoi il va se lever. Je pense que les Gabonais aujourd'hui en sont arrivés à un point où ils sont fatigués, ils sont exaspérés de ce qui se passe. Je pense qu'avec ce que nous avons devant, la candidature imposée, du moins de M. Ali Bongo Ondimba, va démontrer la détermination des Gabonaises et des Gabonais à effectivement barrer la candidature d'un monsieur qui a fait beaucoup de mal à la République gabonaise parce qu'il a faussé carrément tous les référents. Un chef d'État qui fait dans le faux, un chef d'État qui ne sait pas pouvoir montrer ses véritables origines en termes de situation administrative, cela ne peut pas se concevoir. Cela ne peut pas se concevoir. Donc, par conséquent, le peuple gabonais saura montrer sa détermination, effectivement, pour empêcher cela. Est-ce que ce n'est pas trop dire lorsque vous parlez de faux et usage de faux, et surtout d'une personne, d'un chef d'État qui a été évidemment élu au suffrage universel, et cela, bien entendu, confirmé par des cadres qui sont bel et bien là présents pour régir le fonctionnement du processus électoral? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne va pas biaiser. M. Ali Bongo n'a jamais été élu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, M. Ali Bongo a fait un coup d'État pour s'imposer à la tête du Gabon. Troisièmement, M. Ali Bongo a fait dans le faux pour pouvoir se présenter à la fameuse élection présidentielle de 2009 avec un faux acte de naissance que lui-même a reconnu comme étant faux. Je ne le dis pas, il le dit, il l'a reconnu comme étant faux. Et pour essayer d'embrouiller les Gabonais, il est parti faire encore d'autres faux actes de naissance à gauche et à droite pour essayer de prouver effectivement qu'il est légitime. Il n'est en aucun cas légitime. Monsieur, enfin, je dis, il faut qu'on arrête de se moquer du peuple gabonais. La vérité, elle est là. Il faut que chacun s'assume. Il faut qu'on soit fier chacun de ses origines. Si les origines biafraises de M. Ali Bongo sont indiquées, mais qu'il en soit fier. Il a acquis la nationalité gabonaise, n'est-ce pas, comme nombre de compatriotes d'origine biafraise dans notre pays, qui sont soit dans l'armée, ou bien dans l'éducation, ou bien dans bien d'autres choses, mais qui sont gabonais d'origine biafraise, mais qui ne peuvent pas accéder à la magistrature suprême. Le problème, il est là, il est simple, n'est-ce pas? Donc on arrête de biaiser, n'est-ce pas? Le problème qui nous est posé, c'est celui, effectivement, de ce que M. Ali Bongo Ondimba s'est imposé à la tête du Gabon alors qu'il n'en avait pas le droit. Donc, jusqu'à présent, il n'a pas réussi à nous prouver, effectivement, qu'il le pouvait. On ne peut pas dire que quelqu'un ait pu s'imposer comme ça à une élection, quand bien même il y a des règles qui régissent notre État, il y a des principes qui sont bel et bien établis, il y a des institutions qui sont là, M. Paul, et qui sont susceptibles de veiller à l'authenticité de toutes les pièces, à l'authenticité également aussi de tout ce qu'il y a comme contour pour la candidature de quelqu'un. Nous allons certainement y revenir. Et vous parliez également aussi de l'alternance également. Ne pensez-vous pas qu'à ce niveau-là, puisque le blocage se fait ressentir, la classe politique de l'opposition, bien entendu, peut avoir sa part de responsabilité dans tout cela? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je dis il faut effectivement que les choses soient dites. Il faut que les choses soient dites. Nous devons arrêter de biaiser parce qu'il en va de la dignité de la République gabonaise. Parce que j'ai l'impression qu'on s'amuse un peu trop avec ce pays, avec cette République. Nous avons à la tête du Gabon
quelqu'un qui n'a jamais été capable de prouver effectivement que sa situation administrative, son état civil était clair. Si tant est qu'il a été fils de chef de l'État, tous ses frères et sœurs ont des papiers en bonne et due forme. Qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, mais en tout cas, ils ont des papiers en bonne et due forme. Comment se fait-il qu'il soit le seul, justement, à avoir ce problème? Ses frères et sœurs qui sont d'autres origines, nous les connaissons. Ils ont été Gabonais, ils sont considérés comme tels, ce sont nos frères et sœurs. Lui aussi, c'est un Gabonais, mais d'origine étrangère, qui, au Gabon, ne peut pas accéder à la magistrature suprême. Il faut le dire. Il faut qu'il s'assume. Il faut que nous puissions tous, en tant que Gabonais, l'assumer. Ce n'est pas dénigrer quelqu'un, c'est plutôt aller droit au but et dire la vérité. Maintenant, vous me parlez de la situation de l'opposition, la responsabilité de l'opposition. Évidemment. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Parce que le peuple gabonais s'est senti à plusieurs reprises floué par les comportements d'opposants qui se sont retrouvés un jour opposants et le lendemain dans la majorité à être dans des gouvernements de M. Omar Bongo Ondimba. Il fut une époque. Et on n'en a pas fini de le vivre. On n'a pas fini de le vivre, effectivement, parce que nous avons vu de nombre d'exemples encore se faire exister. Mais, écoutez, vous savez, dans ce combat, il y a ceux qui le font parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils sont convaincus. Et il y a ceux qui le font parce qu'ils ont besoin d'une tribune. Ils ont besoin d'un marchepied pour arriver à un statut social qu'ils n'auraient pas espéré avant. Donc, il faut effectivement savoir que l'opposition a ses responsabilités, n'est-ce pas? À charge pour nous, en tant qu'opposants, de pouvoir mener le combat qu'il faut, de dire la vérité au peuple gabonais. Quand c'est bon, c'est bon. Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Donc, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous avons un combat qui est là, qui est celui de l'alternance. Il faut effectivement que les Gabonais le prennent à bras le corps en se disant que cette alternance n'est pas seulement que pour les hommes politiques. Cette alternance, elle est aussi pour eux, pour connaître autre chose, pour être gouvernés différemment. Donc, il faut effectivement que l'opposition, le peuple gabonais et tous, nous puissions marcher et parler d'une même voix. Alors, en ce qui concerne justement cette alternance, par qui vient la dévolution? Vous allez certainement le redire si vous l'avez dit une fois. Non, la dévolution du pouvoir au Gabon... du pouvoir politique. Du pouvoir politique se fait théoriquement par le jeu constitutionnel, par le biais de l'élection. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a d'un côté l'élection, les Gabonais vont et votent, et puis il y a les résultats qui suivent après, où on impose quelqu'un que les Gabonais n'ont pas voté. Donc cette dévolution, elle est le fait soit de coup d'État, ou bien, comme dans le cas du père au fils, on appelle ça une dévolution pratiquement monarchique. Nous sommes sur RTN, amis téléspectateurs, dans le cadre d'un plateau spécial. Et bien sûr, l'émission, c'est La Balance. Et nous avons sur ce plateau M. Paul-Marie Godjou, qui est bien entendu le secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, principal parti de l'opposition. Et il est ici pour communiquer, informer et probablement aussi convaincre. Et pour convaincre, il faudrait bien qu'il y arrive. Je suis sûr et certain que les moyens de le faire, il en a, d'autant plus que c'est un intellectuel, c'est un homme très outillé, un homme politique très engagé. Nous allons davantage l'écouter, mais nous tenons à vous rappeler, pour ceux qui suivent cette émission, vous êtes directeur général, vous êtes un homme politique, vous êtes candidat à la candidature, notamment pour la présidentielle. Vous êtes également invité sur ce plateau pour communiquer avec les populations gabonaises par l'entremise de la télévision RTN. Nous parlons d'alternance, monsieur Paul-Marie, monsieur le secrétaire exécutif adjoint. L'alternance,
élection présidentielle à venir, il y a une course très ouverte et avec plusieurs acteurs, plusieurs concurrents, bien entendu. Or, du côté de l'opposition, il a été dit, parce que par le passé, il était question, n'est-ce pas, de pouvoir trouver un candidat pour l'opposition, mais nous avons constaté qu'antérieurement, l'opposition était allée en ordre dispersé et nous revoilà aujourd'hui face à une prochaine échéance. Comment s'organise l'opposition gabonaise? Va-t-elle y aller à nouveau de manière dispersée? Est-ce qu'il va y avoir consensus? Est-ce qu'il va y avoir justement cette décision qui pourra certainement permettre, parce que les Gabonais aussi, pour qu'ils prennent l'opposition au sérieux, parce que le peuple gabonais ne peut pas exprimer le ras-le-bol uniquement pour le camp en face, mais également au sein de l'opposition. Il y a comme une désaccointance qui est constatée. À votre avis, est-ce que l'opposition gabonaise essaie au moins de se préparer pour une candidature unique? Édifiez-nous à ce niveau. Vous savez, il ne faut pas que nous puissions nous leurrer. Nous avons déjà plusieurs candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle. Nous avons un front qui a été mis en place le 19 juillet 2014. Aujourd'hui, ce front s'est disloqué. À mon avis, le monde politique gabonais est fait de telle manière qu'avoir une candidature unique devient un véritable combat. Il faut pouvoir réussir, mais vraiment à taire des égos, à taire des ambitions personnelles et voir le collectif. C'est d'abord comme l'équipe de foot. On voit d'abord l'équipe avant de voir l'avancante qui va marquer des buts, n'est-ce pas? Et quand on a réussi à faire cela, alors à ce moment-là, on peut penser à aller au combat. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que bon, chacun veut voler de ses propres ailes. Bien. Est-ce qu'il faut l'interdire? On ne peut pas l'interdire. Non. Mais je pense que ceux qui peuvent s'entendre entre eux, ceux qui ont la même vision du Gabon, ceux qui ont la même vision de la gestion du pays, se mettront ensemble. Nous avons un groupe que nous formons et il y a d'autres Gabonais dans l'opposition et en dehors de l'opposition avec qui nous devons parler et avec qui nous pouvons effectivement voir quelle est la meilleure vision qu'il y a du Gabon du moins que nous aimerions voir pour les années à venir. Donc aujourd'hui, l'opposition qui s'entend, nous lui demandons simplement la chose suivante aujourd'hui. Entendons-nous au moins pour que nous puissions nous mettre ensemble et barrer la route à l'imposture. Entendons-nous au moins que nous puissions parler d'un même langage contre ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, chose que nous ne voulons pas, et pour le bien de la nation, en tant que patriotes, savoir que si nous nous mettons ensemble pour barrer la route à l'imposture, nous gagnerions beaucoup. Après, chacun pourra voler de ses propres ailes. Nous pourrons nous asseoir et même faire le dialogue et revoir les règles du jeu pour que nous puissions avoir une élection qui soit plus propre que celle que nous avons vue à ce jour. Il y a la contradiction principale. La contradiction principale, c'est M. Ali Bongo Ondimba et son système. Il faut d'abord s'en débarrasser. Ne faisons pas le jeu de l'autruche, la politique de l'autruche. Il faut d'abord se débarrasser de M. Ali Bongo Ondimba et de son système, parce que, d'une manière ou d'une autre, les jeux sont faits de telle manière qu'aujourd'hui, l'élection, ils l'ont déjà pipé, n'est-ce pas, par des listes électorales qu'ils font à leur manière, par un système, je dirais, de gestion des élections, que ce soit la CENAP, que ce soit la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous voyons la CENAP dans le même bâtiment que le ministère de l'Intérieur, le commandement en chef des forces de police nationales. C'est évident que quelque chose est en préparation, n'est-ce pas? Ne pensons pas à nous battre après, battons-nous avant, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc,
vraiment à tous ceux qui sont des patriotes et qui veulent voir le pays changer, mettons-nous ensemble, faisons en sorte que nous puissions barrer la route à l'imposture, après quoi nous pourrons nous asseoir pour discuter de la manière dont les élections vont se passer. Comment cela peut-il être possible, monsieur le secrétaire exécutif adjoint, quand bien même nous savons que bon nombre de Gabonais n'ont même pas pu se faire enrôler et que certains leaders de l'opposition n'ont même pas eu cette possibilité de pouvoir convaincre leurs adhérents au moins à aller se faire enrôler? Mais parce que justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, les listes électorales sont faites exclusivement par le ministère de l'Intérieur au profit de leurs candidats. Le ministre de l'Intérieur est le proche conseiller du distingué camarade président du PDG. Il est aussi un de ses conseillers politiques. Mais vous pensez que le ministre de l'Intérieur pourra travailler à faire autre chose? Qu'il a dit dernièrement que lui, en tout cas, ministre de l'Intérieur, aucun opposant ne pourra espérer gagner l'élection au Gabon? Les dés sont déjà pipés. Les dés sont pipés, le peuple gabonais doit le savoir. Depuis 1993, à chaque élection présidentielle, c'est toujours le même cinéma. Et tant qu'on ne se sera pas mis ensemble pour nous battre et faire en sorte que nous ayons de meilleures élections que celles auxquelles on nous appelle pour août-septembre 2016, chers amis, chers compatriotes, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer après cette élection parce que, simplement, ils auront déjà tout fait et nous serions un parti naïf à une élection qui est déjà pipée d'avance. Battons-nous dès à présent, avant et tous ensemble, dans un élan patriotique pour faire en sorte que les élections soient mieux organisées au Gabon et que nous puissions nous débarrasser du système Ali Bongo Ondimba. Alors, est-ce à dire qu'il y a une probable candidature unique? Parce que l'on ne saurait nullement remporter face au camp en face à vos adversaires, si vous n'avez nullement pensé à vous prononcer au moins sur la candidature unique. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Nous pourrons penser à tout. Nous pourrons penser à tout. Candidature unique et autres. Mais tant qu'on n'aura pas revu les règles du jeu pour la prochaine élection présidentielle, je vous le dis. Et les Gabonais n'ont pas besoin de preuves. Ils l'ont déjà vu. Ils l'ont vécu en 93, en 98, en 2005 et en 2009. Ces élections sont déjà pipées. La preuve, c'est la manière dont les listes électorales sont organisées. Il faut effectivement que nous puissions voir les choses différemment. Alors, nous allons cette fois parler de l'insécurité, monsieur le secrétaire exécutif adjoint. Concernant l'insécurité, même s'il faille que l'on généralise dans un premier temps, mais nous allons tout de même nous rappeler que depuis belle lurette, l'on appelle, l'on entend des cris du peuple au sujet de l'insécurité. De part et d'autre, on parle des crimes rituels, de part et d'autre, on parle de tout ce qu'il y a comme insécurité, bien entendu, au sein du pays. À ce niveau, quelle lecture faites-vous et quels commentaires surtout faites-vous? Mais la lecture que je fais, pour moi, elle est simple. Les forces de l'ordre au Gabon ont, on va dire, presque pour objectif de surveiller le monde politique, les hommes politiques, d'empêcher les politiques opposés au pouvoir de pouvoir accéder au pouvoir. La preuve, on vous met des centaines de policiers. Mais oui, on vous met des centaines de policiers pour empêcher que des gens accèdent à l'aéroport. À chaque fois que l'opposition veut faire des manifestations, c'est des policiers, des gendarmes qui sont mis partout dans les rues. Quand le chef de l'État sort de son domicile pour aller à son lieu de travail, c'est des gardes républicaines sur tout le long du parcours, avec des policiers sur tout le long du parcours, pendant que les crimes sont en train de se perpétrer dans les quartiers. Si nous mettions plus de moyens, justement, à faire en sorte que la police gabonaise soit plus respectée, soit mieux équipée,
soient mieux considérés et mieux formés, nous aurions effectivement une autre approche des choses et ces crimes dont vous parlez seraient des choses du passé. Mais si dans les quartiers, il n'y a personne, vous avez des quartiers qui sont dans le noir pendant des années, la police n'ose pas y rentrer parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y rentrer, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça, parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça. Ils sont par contre équipés pour aller empêcher des syndicalistes de pouvoir marcher, d'empêcher les politiques de faire leur marche ou leur meeting. Ça, oui, pour ça, on les forme. Mais pour justement les crimes et autres, on oublie effectivement que les Gabonais ont besoin d'avoir leur police à leur côté. Parce que la police nationale gabonaise est un corps très respectable, mais nous devons effectivement faire en sorte que les policiers gabonais ne soient pas juste des faire-valoir. Il faudrait que ce soit des gens dont on sait qu'ils sont là pour la nation, pour le peuple gabonais, et qu'ils soient formés et considérés comme tels. C'est votre proposition? C'est ma proposition, bien entendu, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, même l'armée. L'armée gabonaise, aujourd'hui, je dirais, a fait l'objet parfois de critiques lorsqu'elle a été envoyée un peu à gauche, à droite dans certains terrains, dans certains théâtres, je dirais, de tête de guerre. Il faut effectivement que l'armée gabonaise soit formée comme telle, une armée réellement professionnelle, n'est-ce pas? Une armée qui soit équipée, une armée où la règle même d'avancement en grade soit respectée. Une armée où ceux qui ont le mérite d'être au grade qu'ils doivent avoir le soient réellement. Et puis que des casernes soient créées, non pas laisser les militaires aller comme ça, vaille que vaille dans les quartiers, vivre à la sauvette. C'est pas ça l'armée. Est-ce qu'il vous arrive parfois de penser à la sauvegarde de nos acquis, notamment l'unité nationale et autres acquis, bien entendu, qui peuvent conserver ou encore maintenir le pays dans le calme et dans la paix, malgré tout ce qui peut en découler? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en parlant de gouvernance. La gouvernance politique, la gouvernance économique et la gouvernance sociale. Le Gabon a besoin de stabilité. La paix n'est pas simplement celle où on ne voit pas les armes parler. La paix, c'est aussi des Gabonais qui sont en paix dans leur maison, qui sont en paix en sachant qu'ils ont le bout de pain, l'assiette remplie pour pouvoir manger chacun dans la famille. La paix, c'est aussi celle de savoir qu'on peut se soigner tranquillement. La paix, c'est aussi celle de savoir qu'on peut mettre ses enfants à l'école. Et la paix, c'est aussi celle de savoir que dans les transports, on peut aller d'un endroit à un autre tranquillement. C'est ça aussi la paix. Ce n'est pas seulement la paix des âmes, c'est la paix des cœurs. Alors nous arrivons progressivement à notre émission, Monsieur Paul, Marie, et que dire du dialogue national? On n'entend plus parler que de cela dans nos différents quartiers, dans toute la ville et même sur l'étendue du territoire national, dialogue national ici, dialogue national par là, et la demande même de la mise à plat des institutions, dialogue national. Pensez-vous que cela puisse être encore une chose possible et vous estimez que c'est certainement là la possibilité pour vous d'atteindre l'objectif visé? Le dialogue, en fait, nous le demandons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Gabon sombre dans le chaos. Le Gabon sombre dans le chaos et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le Gabon aller dans ce sens-là. Bien. Nous avons besoin de parler tous ensemble pour refonder la République. Nous avons besoin de parler tous ensemble pour revoir les bases de la gouvernance politique, économique, sociale et démocratique. C'est important pour que le Gabon puisse réellement rentrer dans le 21e siècle, n'est-ce pas, comme un pays, non pas en voie de développement, mais un pays qui va réellement dans l'émergence et non pas celle dont on nous vante des faux mérites depuis des années. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission, mais avant que de vous dire au revoir, avant de nous retirer de ce plateau, dans votre conclusion, si vous avez été demandé justement de donner votre vision pour le Gabon, que direz-vous?
Le Gabon aujourd'hui doit ouvrir une nouvelle page de son histoire. Il faut ouvrir de nouveaux horizons. Les nouveaux horizons sont ceux de redonner confiance au peuple gabonais, de faire en sorte que les Gabonais se sentent gabonais dans leur pays, de faire en sorte que chacun puisse avoir ce à quoi il a droit dans son pays, de faire en sorte que les Gabonais puissent se loger, se nourrir, se soigner de manière tout à fait normale et que chaque enfant gabonais puisse savoir que son pays pense à lui pour aujourd'hui et pour demain, pour qu'il aille à l'école et pour qu'il puisse avoir demain un travail. Chaque enfant gabonais doit savoir que son pays est là pour s'occuper de lui et c'est ainsi que nous pourrons effectivement faire du Gabon un grand et vrai pays en Afrique. Merci à vous, monsieur Paul-Marie Godjou. Vous êtes secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, le principal parti de l'opposition. Nous vous remercions donc d'avoir été des nôtres ici sur ce plateau de la RTN pour parler de l'actualité gabonaise, pour parler de la démocratie, de l'alternance et du développement. Nous attendons certainement d'autres responsables politiques avec qui nous aurons la possibilité de nous entretenir. Vous aurez les contacts qui vous seront certainement affichés au bas de l'écran, par lesquels vous pourrez joindre le service de la maison pour parler justement de tout ce qu'il y a comme situation au sein du pays, mais notamment, rappelez-vous que nous sommes ici pour construire. Merci donc d'avoir suivi ce plateau spécial dont l'émission La Balance avec pour le marketing politique et socio-économique, pour communiquer et informer. Nous tenons à vous rappeler que l'on ne vient pas sur le plateau pour s'improviser, mais pour communiquer. Merci de nous avoir suivis. Wilfried Moutendi, votre serviteur, vous dit merci, au revoir et à bientôt.